This episode is brought to you by Nespresso. Gift magical mornings with Nespresso Virtuo Pop. Compact and stylish, Virtuo Pop is made to meet every morning coffee craving. From espresso to coffee, hot or iced, at the click of a button. And celebrate the season with Nespresso's limited edition coffee flavors. Sweet almond and hibiscus, cinnamon and candied tamarind, and festive double espresso. Magic in the making. Shop the holiday gift collection exclusively at Nespresso.com. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes où nous allons traiter de la coupure annuelle. Voilà un sujet qui revient à la fin de chaque année chez les coureurs. Chaque hiver, entre la fatigue accumulée, cette reprise professionnelle en septembre, octobre, novembre qui est relativement intense et aujourd'hui, proche du mois de décembre, des conditions météo qui sont bien moins engageantes, beaucoup d'entre nous s'interrogent. Est-ce qu'il faut vraiment couper ? Si oui, combien de temps ? Et est-ce que pendant cette période de coupure, je ne vais pas perdre tous mes acquis ? Dans cet épisode de la capsule L'œil du coach, avec Bruno, nous allons répondre à la question posée par Delphine, auditrice du podcast, qui se demande comment gérer cette période où l'activité diminue. Et je vous laisse découvrir ses questionnements. Bonjour Seb, bonjour Bruno. Donc la fin d'année approche et avant de repartir sur un nouvel objectif qui va me demander une grosse prépa, je parle pour moi, je me pose donc la question de la fameuse coupure annuelle ou estivale. Je voulais savoir si elle était nécessaire, si oui, si elle doit être totale ou partielle. Partielle, je veux dire s'autoriser par exemple des activités plus légères, je pense à la rando par exemple, ou du renfort, pas de la muscu, juste du renfort light pour s'entretenir. Et si coupure il y a, quelle est la durée, je dirais, recommandée, idéale, car j'imagine aussi que ça varie selon le profil du coureur que l'on est, si on est plutôt dans l'endurance, de la longue distance, ou si on est dans de la puissance et de la vitesse, car je pense qu'on est tous pareils, on a peur de perdre un petit peu tout ce qu'on a acquis sur l'année écoulée. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup, ça fait beaucoup de questions. Au revoir. Merci à toi, Delphine, d'avoir proposé ce sujet très intéressant. Dans notre échange, Bruno nous partage son regard d'entraîneur, va vous donner des exemples concrets et des conseils pratiques avec une certitude rassurante. Non, vous n'allez pas tout perdre si vous optez pour l'option coupure. Bien menée, elle vous permettra de repartir sur de bonnes bases pour la prochaine année. Alors, si vous vous demandez comment réussir votre coupure annuelle, comment rester actif sans vous épuiser et surtout comment préparer sereinement vos prochains objectifs, cet épisode regorge de conseils utiles et faciles à mettre en place. La coupure annuelle, comment lever le pied sans perdre son niveau, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes et aujourd'hui c'est une capsule L'œil du coach avec Bruno Hobby. Bonne écoute à vous. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une capsule L'œil du coach avec cette question posée par Delphine au sujet de cette coupure annuelle. Alors Bruno, est-ce qu'il faut couper ? Si oui, combien de temps ? Et est-ce que c'est une question qui revient souvent dans les échanges que tu peux avoir avec des coureurs à pied ? Salut Sébastien. Oui, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Là, à l'heure où on enregistre, c'est le début des premiers frimas, donc une période qui est moins intense et moins dense en compétition. Donc oui, forcément, chaque année, à certaines périodes de l'année, la question de la coupure se pose et on se pose la question, est-ce qu'il faut couper ou pas, beaucoup, longtemps, qu'est-ce qu'on y met dedans ? Ce sont des questions fréquentes que les sportifs, que les coureurs à pied se posent. Qu'est-ce qui fait, Bruno, que cette coupure, elle inquiète tellement les coureurs ? C'est le fait de les priver peut-être de leur activité qui les angoisse ? Je crois que c'est ça, oui. À mon avis, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait de savoir qu'on va pas pouvoir pratiquer et que donc ce bien-être qu'on ressent quand on pratique, hein, quand on fait de la course à pied, on ressent du bien-être. On a vraiment beaucoup de plaisir à pratiquer. Ce plaisir, on va le perdre un certain temps. Et puis je crois que derrière tout ça, il y a aussi cette peur de tout perdre. C'est peut-être justement le facteur primordial dans cette réticence qu'ont les coureurs à couper, c'est se dire je vais tout perdre. Et ça, c'est quelque chose qui est angoissant et qui du coup a tendance à empêcher les coureurs
de couper à certains moments, mais c'est un peu la même chose quand on est dans une phase de relâchement avant un objectif. Cette peur de tout perdre en quelques jours, en quelques semaines, elle est quand même très très présente. Et si on pouvait essayer de rassurer les gens qui nous écoutent en leur disant que non, on ne perd pas tout, ce serait déjà une bonne chose et on aurait rempli notre objectif avec cette capsule. Alors avant de voir comment réussir à passer cette coupure, à bien la mener, pourquoi il faut couper avec ton regard d'expert, ton regard de coach? Quelles raisons tu peux mettre en avant pour valider cette coupure de façon annuelle? Alors, physiologiquement, on sait que un repos fait du bien. On le sait parce que quand on voit un sportif se blesser, souvent, quand il revient, il est en forme. En tout cas, après un certain temps. Donc, quand un sportif se blesse, mais on le voit avec des sportifs de haut niveau, on voit tel ou tel coureur qui, je pense à des cyclistes par exemple, qui ont chuté au mois de mars et qui ont été obligés de couper l'entraînement dans cette phase qui est pour eux est la plus importante et qui arrive au Tour de France avec des jambes de feu parce que ils ont coupé, ils ont pu récupérer, ils n'arrivent pas fatigués. Donc cette coupure, je vais pas multiplier les exemples, mais quand on voit un sportif se blesser, quand on voit une sportive être obligée, par exemple, de s'arrêter de courir parce que elle va devenir maman, dans la phase qui suit, le retour à la compétition n'est pas si difficile que ça, et il est même souvent presque meilleur qu'il ne l'était avant. Donc, on sait que physiologiquement, la coupure fait du bien, mais psychologiquement, c'est forcément quelque chose qui est difficile à accepter. Mais elle fait aussi du bien psychologiquement. Alors là, ça dépend du type de coureur, ça dépend de son investissement. Un sportif de haut niveau qui s'entraîne 10, 12, 14 fois par semaine, il a besoin de couper parce que même si c'est son métier, il y a un moment où la charge mentale, elle est très importante. Donc, en fonction, pour ceux qui nous écoutent, en fonction de votre investissement physique et en fonction de votre investissement mental, la coupure est parfois nécessaire. Je suis pas certain qu'il soit indispensable de couper quand on s'entraîne 1 ou 2 fois par semaine, où la charge physique et la charge mentale n'est pas si importante que ça, par exemple. Donc bien évidemment, on est encore sur des réponses qui vont être non pas tranchées, mais à adapter au profil de chacun. C'est pas aussi simple que cela. Quels signes, Bruno, peuvent faire penser qu'il est bon de réaliser une coupure? À partir de quels petits indices, à la fois physiologiques, psychologiques, on peut se dire là, ce serait bien quand même de lever le pied et de faire un petit stop sur l'entraînement et sur toutes ces activités qu'on peut mener? Sur un plan physique, le corps envoie des signaux. Le corps, il nous parle. Hein. Faut vraiment avoir ça à l'idée, toujours à l'esprit, pardon. Le corps nous parle. Donc, quand on commence à avoir des petites douleurs, des bobos, des sensations qui sont pas très très bonnes, quand les séances d'entraînement ne se réalisent pas aussi bien qu'elles se réalisaient quelques semaines auparavant, c'est sans doute la preuve, ou en tout cas le signal que les choses ne vont pas forcément très très bien et que peut-être qu'il y a une fatigue qui s'installe. Donc, même si la planification doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de fatigue, parce qu'il y a aussi des moments de coupure dans l'année quand on prépare un objectif. Logiquement, après un gros objectif, on doit faire une phase, non pas de coupure, mais de relâchement avant l'objectif et après de reprise en douceur. Donc, il y a déjà des micro-coupures, des mini-coupures dans l'année. Ce ne sont pas des coupures totales, mais ce sont des moments où le corps récupère. Donc, logiquement, si tout ça c'est bien construit, on ne doit pas vraiment avoir de moments où on ressent une fatigue physique excessive. Mais néanmoins, quand les semaines et les mois s'accumulent, si on commence à avoir des petits bobos, si les séances d'entraînement sont moins bonnes, si on sent qu'on a moins de motivation aussi, parce que la motivation, l'envie d'y aller, c'est aussi un signe important à prendre en compte. Si c'est plus difficile de chausser les baskets et s'il faut se forcer un peu, c'est probablement le moment de faire une coupure. Est-ce que selon toi, la période, elle va influer sur cette coupure? Là, tu l'as dit, ce matin, il a gelé, on est sur des séances le soir que l'on va effectuer à la nuit, les conditions météo sont moins bonnes. Est-ce que c'est pas là aussi, pour certains, le bon moment de se mettre un petit peu en retrait parce qu'ils n'ont peut-être pas cette motivation, cette envie d'aller se faire mal un petit peu et de sortir alors qu'on est bien près du feu à regarder une série? Mais exactement. Je crois que pour moi, les ressources physiques qu'on a à sa disposition
elles sont limitées et les ressources mentales qu'on a à sa disposition sont aussi limitées. Donc, plutôt que de se forcer parce qu'on se sent un peu fatigué, parce que effectivement les jours raccourcissent, là, on est dans des moments où, voilà, tu l'as dit, hein, il fait froid, il fait nuit tôt. C'est peut-être, à mon avis, le bon moment pour faire une petite coupure. Ça ne veut pas dire qu'on va plus rien faire du tout, mais on va peut-être se mettre moins de contraintes, moins d'obligations, et puis on va prendre les séances d'entraînement avec un peu moins peut-être de sérieux. Les contenus seront différents, mais on va moins se mettre cette charge, cette obligation, cette contrainte, ce sérieux qu'on met tout le reste de l'année quand on commence à faire une coupure. Tu parlais de planification, Bruno, tout à l'heure. Est-ce que cette coupure sera bien mieux vécue si elle a été déjà posée sur un calendrier que si elle ne vient de façon imposée par une blessure, par limite un épuisement mental à l'idée de pouvoir réaliser ses sorties et ses entraînements? Oui, c'est toujours mieux quand c'est prévu. Parce que quand c'est prévu, on peut expliquer, on peut donner les raisons pour lesquelles on va couper, on peut expliquer aussi comment on va repartir après la coupure et se fixer d'autres objectifs. Donc quand tout ça c'est planifié, quand la coupure aussi fait partie de la planification, c'est beaucoup mieux compris, c'est beaucoup mieux admis et c'est beaucoup plus efficace. Quand tu parles de coupure, est-ce qu'on est sur un arrêt total de l'activité, quelle qu'elle soit, ou est-ce qu'on peut quand même garder un niveau d'activité physique qui soit suffisant pour l'entretien? Qu'est-ce qu'on met quand même derrière ce terme de coupure? Alors, il y a bien longtemps, quand on parlait de coupure, c'était vraiment une coupure. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune activité de pratiquer. Mais moi, j'ai connu cette époque où les coureurs ne faisaient que courir, les cyclistes ne faisaient que rouler. Il n'y avait pas vraiment de passerelle entre les deux. Moi, j'ai fait partie d'une génération de coureurs qui n'ont fait que courir. J'ai arrêté de faire du vélo, sport que j'adore, parce qu'on m'a expliqué que c'était pas compatible. Donc, moi, quand je faisais une coupure, je ne faisais pas forcément d'activité annexe. On n'avait pas ces habitudes. Maintenant, et puis, on a aussi, dans notre société, compris que l'activité physique, elle est hyper importante. Le professeur François Carré, il explique que ne pas faire d'activité physique, c'est se mettre en danger. Votre canapé, c'est dangereux. Quand vous êtes dans votre canapé, c'est dangereux. Il va très loin, mais comme il a toujours un coup d'avance, je pense qu'il a raison. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que couper comme ça brutalement et ne plus rien faire, c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais là encore, ça dépend du type de coureur. Un sportif de haut niveau qui s'entraîne, je répète, 10, 12, 14 fois par semaine, un Jimmy Gressier, qu'il ait besoin de couper totalement, c'est-à-dire aucune activité physique pendant une quinzaine de jours par exemple, voire même peut-être plus, ça se comprend. Ça se comprend parce que il y a une telle charge physique, mentale, que son corps a besoin de se régénérer. Et derrière, il va mettre en place tout ce qu'il faut pour que cette coupure, elle soit profitable. Quand on a des sportifs comme tous ceux qui nous écoutent ou comme la majorité de ceux qui nous écoutent qui s'entraînent 3, 4, 5 fois par semaine, c'est différent. Je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui s'entraîne 1 ou 2 fois par semaine, je suis pas certain que ce soit nécessaire de couper. Alors on peut peut-être, on le verra peut-être plus tard, rentrer dans le détail, mettre moins d'intensité que les séances habituelles, mais là encore, c'est pas une réponse de Normand, tout dépend vraiment du profil du coureur, notamment du nombre d'entraînements, qu'il fait par semaine, et des objectifs qu'il a. On coupe pas de la même manière si on fait de l'ultra trail, si on fait du 5 ou du 10 km, c'est différent. Si on s'entraîne 3 fois, si on s'entraîne 6 fois, c'est vraiment différent. Là, dans l'exemple posé par Delphine à travers sa question, elle a réalisé une grosse saison en trail et elle te proposait de passer sur des activités un petit peu plus douces telles que la randonnée par exemple. Est-ce que c'est un moyen quand même de garder un contact avec l'extérieur ? Moi, tu me dis, aujourd'hui, Seb, tu es en coupure, il n'y a plus d'activité à l'extérieur, je vais être comme un lion en cage. Et je pense que Céline, à la maison, elle va pas vraiment apprécier. Donc, de garder quand même ce côté extérieur, de pouvoir s'aérer, comme tu l'as dit, avec ces activités et ce mouvement, c'est quand même quelque chose d'important. Oui, bien sûr, c'est important. Alors là encore, désolé, je vais pas généraliser, mais si c'est Delphine. Delphine, oui. Si Delphine habite à la montagne, si elle habite à Annecy ou si elle habite à Reich-Beaufort, peu importe, dans le Jura, dans les Cévennes, bref, à la montagne,
qu'elle aille faire de la rando alors que c'est quelqu'un qui fait du trail, c'est parfait. C'est vraiment l'activité, ce que j'appelle les activités annexes, l'activité annexe qui est parfaite. Seb, si tu me dis moi je veux couper, j'aurais tendance à te dire va marcher, mais sans être désagréable, peut-être que les parcours à Beaugency ne sont pas aussi variés que en plein milieu de la montagne, mais peut-être aussi c'est le moment de faire un peu de natation, que c'est le moment de faire un peu de vélo, même si effectivement le temps là ne s'y prête pas vraiment, mais ce besoin qu'on a, comme tu le dis, pour éviter d'être un lion en cage, ce besoin d'activité physique qu'on a, il ne faut pas le réfréner, faut pas l'empêcher, c'est pas logique, c'est pas cohérent. Donc faire des activités annexes, passer un peu à autre chose, découvrir de nouvelles activités, je pense que c'est vraiment le moment idéal quand on fait une coupure. Donc oui, Delphine, la rando, vas-y et ne te prive pas. Est-ce que c'est pas l'occasion également, cette période de coupure, d'être encore plus à l'écoute de ses sensations? Autant on le dit sur de nombreuses capsules, soyez connectés à votre corps, ne visualisez pas que vos performances à travers la montre. Là, est-ce qu'on peut fonctionner à l'envie? Si on a envie de sortir, on sort. Si on n'a pas envie, on va pas se culpabiliser de ne pas avoir mis ses baskets. Oui, c'est ça. Moi, je le propose souvent dans une première phase, qui ne doit pas durer non plus des mois. Dans une première phase, c'est à l'envie. T'as envie, t'y vas. T'as pas envie, t'y vas pas. Et tu fais la séance que tu as envie de faire. Alors, il faut faire très attention parce que il ne faut pas que le coureur culpabilise et se dise ah ouais, mais je fais à l'envie, mais il faut quand même que je garde ça. Donc, il faut bien dans un premier temps expliquer de manière très pédagogique, que s'il n'y a pas d'activité si on fait pas de VMA, par exemple, la VMA, même si elle décline quand on la fait pas, elle va pas s'effondrer du jour au lendemain. Donc, on n'est pas obligé de s'imposer des séances intenses juste parce qu'on se dit si j'en fais pas, je vais perdre. Donc, à l'envie, oui, à condition d'avoir bien expliqué que on ne perd pas tout en quelques semaines, qu'on ne va jamais repartir à zéro, et que donc c'est pas grave si on fait des séances qui ne sont pas forcément aussi intenses, aussi précises, aussi détaillées que celles qu'on fait tout au long de l'année. Alors tu as dit un mot, Bruno, déclin. C'est un peu la crainte de beaucoup de coureurs de s'arrêter et de ne pas justement retrouver derrière un niveau de performance qui soit celui des semaines précédentes. Pour que le corps puisse se régénérer, être dans des conditions optimales physiologiquement, la coupure, elle doit durer combien de temps? Là aussi, ça va dépendre, et on ne peut pas avoir une réponse tranchée, mais en moyenne, qu'est-ce que tu constates, qu'est-ce que tu as observé sur la durée de cette période de coupure? Alors, il y a des écrits qui ont été produits par des entraîneurs qui disent que la VMA commence à décliner après une quinzaine de jours. Donc, on peut estimer que si on fait une coupure de 15 jours, on n'a quasiment rien perdu. Si derrière ces 15 jours, on fait une reprise très progressive d'activité légère, pendant une deuxième phase de 15 jours, on a une coupure de 1 mois, durant laquelle on n'a vraiment pas beaucoup d'impact sur les capacités physiques. 15 jours sans rien faire, activité annexe, ou rien, selon les envies, et 15 jours de reprise très progressive, avec pas forcément beaucoup d'intensité, mais qui vont permettre de continuer néanmoins de se reposer, de se régénérer, de ne pas s'imposer des séances trop difficiles. Je peux donner des exemples si c'est utile, et qui permettent durant 1 mois, de passer vraiment dans un sas de décompression durant lequel on aura fait autre chose. Quelle séance tu mettrais et comment tu pourrais organiser ce mois de coupure avec cette première quinzaine vraiment très légère et une reprise d'activité sur la deuxième quinzaine? Donc, 15 premiers jours, activité annexe. Donc, on ne court pas pendant 15 jours. On va faire de la rando, on va faire du vélo, on va nager. Ceux qui sont capables d'aller faire du ski roue ou du ski de fond. Enfin, il y a des tas d'activités annexes qu'on peut faire. On peut aller à la salle. Enfin, voilà. Donc, on peut marcher. En fonction du contexte qui est le sien, on peut trouver des activités annexes et donc stopper pendant 15 jours la course à pied. Dans un deuxième temps, la reprise, elle va se faire très en douceur. Moi, j'aime bien la progressivité. Je pense que c'est une notion
dont on parle aussi beaucoup, cette progressivité. Le corps humain, il s'adapte, il se désadapte. Et c'est ça en fait qui fait peur aux sportifs, c'est cette désadaptation. Effectivement, le corps humain il se désadapte et si on ne le sollicite plus, ce qui n'est plus sollicité ne se développe plus. Donc il faut avoir toujours ça à l'esprit. Mais sur un mois, il se passe pas grand chose. Même si effectivement les premières séances de reprise sont toujours un peu difficiles. Mais pourquoi comparer? Je crois que il y a vraiment quelque chose qu'il faut éviter de faire quand on fait une coupure ou quand on se blesse, c'est de comparer. Forcément, quand on va reprendre au bout de 4 ou 6 semaines d'arrêt, forcément, ça va moins vite. Mais heureusement d'ailleurs, ça voudrait dire que l'entraînement, ça sert à rien. Donc heureusement que quand on reprend, c'est plus difficile, ça va moins vite, il faut se remettre en route. Heureusement. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous allez reprendre et que tout va repartir comme quand vous êtes arrêté? Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je le répète, j'insiste, heureusement. Donc, moi, par exemple, pour des gens qui font de la VMA, je vais leur proposer ce que j'appelle des déroulés. C'est-à-dire qu'on va pas être dans une recherche de développement du système cardiovasculaire, on va plutôt être dans une remise en route gestuelle, technique, on va se concentrer sur ses sensations. Donc, le déroulé, c'est je vais courir une vingtaine de secondes à une vitesse soutenue qui n'est pas maximale, progressivement au fur et à mesure des déroulés. Donc, je vais démarrer des déroulés vraiment tranquillement. Je fais mes déroulés pendant 20 secondes et pendant 40 secondes, je trottine, ce qui fait qu'il n'y a pas de travail cardiovasculaire. Et puis, j'ai vraiment le temps de me reposer pour repartir sur un nouveau déroulé de 20 secondes durant lequel je vais m'appliquer sur ma gestuelle, je vais m'appliquer sur mon placement, sur ma foulée. Voilà, donc ce que j'appelle les déroulés, les 20-40, 20 secondes déroulés, 40 secondes récup trop vraiment lent, ça permet de se remettre en route tranquillement, de retrouver des sensations, du placement, de la technique, et ça va servir pour les 2 ou 3 semaines prochaines à refaire un travail plus axé sur les aspects cardiovasculaires. On a préparé le terrain d'un point de vue articulaire, musculaire, un peu aussi cardiovasculaire, parce que les déroulés, mine de rien, on est un peu essoufflé quand même si en 40 secondes, on a largement le temps de récupérer, et c'est pas le but d'ailleurs d'être essoufflé au bout des 20 secondes, c'est pas de la VMA. Donc voilà un exemple d'exercice que moi je propose et qui permettent de remettre le pied à l'étrier après une coupure où on n'a pas fait de VMA, où on n'a pas fait l'exercice intense. Alors on peut commencer par 5, par 10, 15, 20, voilà, et progressivement comme ça. Et c'est aussi psychologiquement satisfaisant parce que le coureur, il a quand même l'impression de faire quelque chose. Il retrouve un type d'activité intermittent qui se rapproche de la VMA sans que ce soit trop intense. Et voilà, donc on peut mettre en place ce type d'exercice. Est-ce qu'en parallèle, tu vas mettre également des petits footings, ce que j'appelle des baby footings, 20-30 minutes, histoire de tourner les jambes, mais sans avoir, là aussi, une grosse charge au niveau de l'entraînement? Alors, durant la phase de coupure vraiment réelle, totale, non. Pas de footing, puisqu'on ne fait que des activités annexes. Pendant la phase de reprise, oui, on peut faire des footings courts. Il y a pas d'intérêt de faire des footings très longs. Pour les séances de MA, par exemple, pour reprendre des séances de MA, au lieu de reprendre directement par des fractions qu'on va courir entre 80 et 85% de la VMA, qui sont quand même relativement intenses, moi j'aime bien ce que j'appelle les footings progressifs. Alors, soit à la sensation pour celui qui se connaît bien, allure 1, allure 2, allure 3, on met de l'allure 1, puis de l'allure 2, de l'allure 3, voilà, c'est le footing progressif. Les Kenyans, ils font ça naturellement, ils partent tranquillement et puis ils accélèrent progressivement, très progressivement. Un athlète qui se connaît bien, il est capable de faire ça les yeux fermés. C'est-à-dire que je vais lui dire, voilà, tu fais 20 minutes allure 1, donc footing cool, tranquille, 20 minutes allure 2, un petit peu plus soutenu, c'est le footing un peu rapide, puis 20 minutes allure 3, où là, le footing est rapide, on n'est pas en difficulté respiratoire. Un athlète qui se connaît bien, il regarde pas sa montre, chaque kilomètre, il y a une augmentation progressive de 3 secondes. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir ça. Et là, ça veut dire qu'on a vraiment quelqu'un qui a appris à se connaître, à écouter ses sensations, avec des coureurs qui maîtrisent un peu moins l'exercice. Je contrains un peu plus le footing progressif. Je mets un cadre pour pas justement que ça parte dans tous les sens, parce que le coureur il se connaît pas assez bien. Par exemple, une séance comme ça qui me vient à l'esprit, ça va être une vingtaine de minutes d'échauffement, et puis il va y avoir 10 minutes 0,5 km/h plus vite, 10 minutes 0,5 km/h plus vite, et puis 10 minutes 0,5 km/h plus vite. Donc en fait, je contrains la progressivité. Là,
il y a un peu quand même l'œil sur la montre, mais ça évite, avec des sportifs qui se connaissent pas bien ou qui sont débutants, que ça parte dans tous les sens et que le footing se finisse à fond et que du coup ça soit pas du tout l'objectif qui est visé. Donc là encore, de la progressivité et puis de la réduction d'intensité dans cette phase de reprise. On ne va pas dans les intensités qui sont habituelles. Et puis c'est assez ludique, je trouve, comme exercice. C'est très ludique. Moi, quand je fais un footing les yeux fermés, ce que j'appelle les yeux fermés, où je me dis voilà, je vais passer de l'allure 1 à l'allure 2 à l'allure 3 pendant 1 heure. J'adore en rentrant chez moi. Donc je mets pas la montre, je mets pas l'autolap, je laisse la montre, je m'en occupe pas. Et puis quand je rentre, il y a une application qui permet d'avoir les autolaps même si on ne le met pas sur la montre, parce que si on le met sur la montre, forcément on va regarder et là c'est de la triche. Donc il y a une application qui existe et qui permet d'avoir ces kilomètres et là c'est la découverte, quoi. C'est comme quand on ouvre un paquet cadeau, on se dit alors comment j'ai fait ma séance, est-ce que j'ai réussi ou pas, est-ce que j'ai été progressif ou pas. Ah ouais, j'ai réussi, super. Et puis voilà. Et puis pour l'autre sportif, l'autre coureur qui est un peu moins aguerri, ben là le cadre est un peu plus contraignant, mais c'est pédagogique et ça permet après, parce que le but c'est que le cadre il soit de moins en moins contraignant. Ça permet de construire des sensations. Hein, on en a déjà parlé de la bibliothèque de ressentis et de sensations. Ça permet de construire des sensations. Mine de rien, on a l'œil sur sa montre, mais on s'apprend quand même à courir à des allures variées. Et puis après, on est capable de le faire. On enlève les roulettes et on est capable de le faire sans rien. Est-ce que c'est suffisant, cette période suffisamment courte, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, pour développer ce ressenti? Du moins, on leur met un petit peu l'outil entre les mains, à savoir ressentez vos sensations, cette sensation d'accélération progressive. Comme tu le dis, c'est ludique, c'est pédagogique et l'objectif n'est pas de se détacher totalement de la montre, mais au moins de l'avoir un petit peu comme un outil de contrôle a posteriori. Oui, c'est ça. C'est une manière justement de sensibiliser à cette notion de se centrer sur ses sensations pour se détacher un peu de la montre. Mais très rapidement, en fait, si on poursuit même dans le début de la phase de reprise un peu plus sérieuse, on va dire, si on continue à axer le travail sur les sensations et si on continue à mettre un cadre, on s'aperçoit que l'habitude se fait petit à petit et puis on arrive après à se détacher complètement de la montre et à avoir cette capacité à pas courir les yeux fermés, mais avoir une grande autonomie dans sa façon de courir. Et puis c'est quelque chose aussi, je dirais que c'est pas une fin en soi, mais moi je pense toujours à la compétition, et quand on est capable de bien analyser ses sensations et de ne pas être complètement dépendant de sa montre, le jour J, quand on prend le départ, on évite quand même beaucoup de pièges, parce que un départ trop rapide, et voilà, on le répète aussi tout le temps, un départ trop rapide, il faut rembourser, et finalement la performance elle n'est pas au bout, ni le plaisir. L'autre aspect, Bruno, de cette intervention et de cette question de Delphine, c'était l'intégration du renfort. Est-ce qu'il est judicieux de le positionner à ce moment-là? Si oui, comment? Est-ce qu'on reste sur du travail au poids de corps, du travail en salle de sport avec des charges beaucoup plus lourdes? Est-ce que l'on peut intégrer cette activité un petit peu annexe pendant cette période de coupure? Oui, et c'est un oui franc et massif. C'est vraiment le bon moment parce que, alors, je ne suis pas un spécialiste du renfort, je mets bien, je mets bien cette précision avant d'avancer sur le sujet. C'est vraiment le bon moment parce que le renfort, ça a un impact au niveau musculaire. Alors sur ce que je sais du renfort, sur ce qu'on m'en a appris et sur ce que me disent les gens avec lesquels je fais du renfort. Petit clin d'œil à mon kiné Maxime. Le renfort doit se faire avec des charges relativement importantes pour que ce travail en fait, dans le renfort, on doit rechercher le travail de la force. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui est de plus en plus pratiqué, et c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Donc en fait, on va chercher à faire plutôt du travail de force, c'est-à-dire travailler avec des charges relativement importantes, avec des répétitions peu nombreuses, mais qualitatives. Autrement dit, de manière plus précise, on va pas se mettre sous une barre pour faire des centaines de squats avec une barre légère. On va plutôt chercher, mais là encore, c'est très personnel. On va plutôt chercher à faire
moins de répétitions, beaucoup moins de répétitions, 6, 8, peut-être 10 grands maximum, mais avec une charge qui est quasi maximale. Donc on va vraiment chercher à renforcer, à travailler la force, parce que c'est ça qui a de l'utilité pour la course à pied, et ça c'est quelque chose de nouveau que moi je ne connaissais pas, que je n'entendais pas, et que j'entends maintenant, et ce discours je suis vraiment très attentif, et encore plus, une fois encore, dans une dimension plus globale de renforcement du corps humain, d'être en bonne santé. Cette notion de force, elle est importante. La personne qui vous parle derrière ce micro a 65 ans. Et donc, la sarcopénie, ça existe. Et de toute façon, ça existe pas à 65 ans, ça existe dès qu'on a 30 ans. C'est comme la VMA. Hein. La VMA, elle commence à baisser à partir de 20 à 25 ans. La perte musculaire, elle existe aussi. Donc, conserver cette force, conserver son intégrité, son capital musculaire, ça se fait dans les connaissances actuelles qui sont les nôtres en travaillant plutôt la force. Donc, c'est des exercices qui provoquent quand même quelques courbatures. Hein. On a les jambes lourdes, on a les jambes fatiguées après l'exercice, donc c'est forcément la bonne période quand on court moins. On peut pas faire à la fois des séances très qualitatives en course à pied et des séances très qualitatives au niveau renforcement musculaire. Dans la planification, ces deux choses, elles doivent être distinctes dans la mesure du possible. Et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, aujourd'hui, le poids de corps peut être déjà une porte d'entrée pour les gens qui n'ont pas accès à une salle de sport, mais arrive un moment où le simple poids de son corps n'est plus suffisant pour apporter des contraintes sur les cuisses, sur les mollets, qui peuvent encaisser beaucoup plus, chose qu'on retrouvera derrière, cette capacité à transporter beaucoup plus d'énergie avec des fibres musculaires beaucoup plus endurantes. Donc il y a aussi cet intérêt-là. Et comme tu le dis, c'est assez nouveau en termes de vision de la musculation et de son intégration dans nos sports d'endurance comme la course à pied. C'est ça. Et de plus en plus de sportifs de haut niveau la pratiquent. Hein. C'est des choses qu'on apprend, c'est des choses qu'on découvre aussi. Ça fait partie aussi de l'évolution de l'entraînement. On avait tendance à penser avant que si on faisait un travail de force, on faisait un peu un raccourci. Force, haltérophilie, gros muscles, bodybuilding. En fait, pas du tout. Moi, je faisais toujours cette remarque. Je me rappelle d'aller les gens qui me faisaient rêver en escalade quand j'avais 20 ou 25 ans, c'était Patrick Edlinger. Patrick Edlinger, il faisait peut-être, je sais pas moi, 1m85 et 65 kilos ou 60 kilos. Mais Patrick Edlinger, il faisait des tractions sur un doigt. Il avait une force terrible, mais aucun volume musculaire. Voilà. Maintenant, on sait que la force, c'est pas forcément le volume musculaire. En fait, le but, sur un plan, pour ceux qui ça intéresse, même si je vais pas aller trop loin parce que je suis pas un physiologiste, le but de ces exercices de force, c'est de recruter un maximum de fibres. Plus on va recruter de fibres, c'est logique. Plus on va recruter de fibres et plus on va donc les entretenir. Si on ne recrute que 50% à chaque fois des fibres de son muscle, les autres 50% ne travaillent pas. Plus on va recruter l'intégralité ou la plus grande partie possible des fibres d'un muscle, et plus on va le conserver en bonne capacité de fonctionner. C'est aussi simple que ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on peut faire ce genre d'exercice à n'importe quel âge, j'en suis la preuve. C'est comme la VMA, on peut commencer la VMA très tard. En fait, le corps humain, il a des capacités assez exceptionnelles et c'est jamais trop tard. On peut s'y mettre, on peut commencer. Bien sûr, quelqu'un qui va se mettre à faire de la VMA ou du travail de force à 60 ans, forcément, il a déjà perdu une grande partie de ses capacités puisque ça décline. Mais néanmoins, si il est débutant et qu'il est à 50% de sa capacité actuelle, il va pouvoir aller jusqu'à 100%. Donc c'est le même principe. Même si les capacités en elles-mêmes déclinent inexorablement, on peut de toute façon essayer de les solliciter au maximum. On peut être à 100%. Donc 100%, oui, ce sera moins à 100% à 60 ans qu'à 50, qu'à 40 et qu'à 30. Mais ce sera quand même beaucoup mieux que si on est à 20, à 30 ou à 50%. Donc dans tous les cas, on va progresser, dans tous les cas, on va s'améliorer, et dans tous les cas, on sera en meilleure santé. Sur le plan alimentaire, Bruno, en période de coupure, et je vais prendre mon exemple, si je garde le même niveau de prise alimentaire,
c'est la balance qui va monter en flèche. Comment on fait pour ne pas voir des kilos supplémentaires arriver à la fin de cette période de coupure? Est-ce qu'il faut être quand même un petit peu vigilant, garder son régime alimentaire de façon peut-être un petit peu moins prononcée? Enfin, je pense à l'apport en glucides. Si on s'entraîne moins, il y a peut-être moins de besoins. Comment tu procéderais, toi? Oui, et puis alors là, c'est vrai que c'est compliqué, c'est un dilemme. Et puis là, en plus, on est à l'heure où on enregistre, on est à l'approche de la période des fêtes. Donc, couper pendant la période des fêtes, pendant la période des fêtes, et en même temps s'astreindre à faire honneur à la table, oui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, moi, j'ai toujours un peu de scrupule à dire aux gens d'être aussi attentifs sur le plan de leurs apports alimentaires, parce que j'ai tendance à répéter de manière un peu grivoise qu'on est des Gaulois et qu'on aime bien nous se mettre à table et qu'on aime bien aussi partager des moments festifs. Donc moi j'ai tendance un peu naturellement à dire aux gens si ça vous fait plaisir de vous lâcher un peu parce que vous allez passer des bons moments entre amis, des bons moments en famille, et que derrière vous allez pouvoir justement peut-être remettre les choses dans le bon ordre parce que vous savez que vous vous êtes accordé une petite phase festive, allez-y. Mais bien évidemment, c'est mieux si on fait attention à ses apports alimentaires. Donc c'est mieux d'être mesuré. Comme tu le dis très justement, l'apport en glucides, il peut être moins important. Donc peut-être que sur certains moments, dans certains repas, on peut se permettre quelques excès. Mais on ne peut pas non plus tomber dans l'excès de se lâcher complètement. Donc, une fois de plus, c'est pas une réponse de Normand, mais je trouve que faut essayer de faire preuve de mesure, réduire ses apports alimentaires dans la mesure du possible. Mais quand on fait du renfort, par exemple, on a besoin de protéines parce que c'est ça qui nourrit le muscle. Donc, il faut aussi être attentif à son apport en protéines. Donc, peut-être réduire les apports glucidiques, et encore, soyons vigilants. Après, c'est aussi une question de bon sens. Tout ce qui est transformé, tout ce qui est industriel, moi, de toute façon, j'ai tendance à dire qu'il faut l'éviter de manière générale. Donc, faire un excès de légumes ou faire un excès d'aliments qui sont naturels, ça va jamais provoquer trop de dégâts. Ce qui va provoquer des dégâts, c'est tout ce qui est industriel, sucré, chimique. C'est ça qui fait le plus de mal. Comme on a un petit peu plus de temps avec cet emploi du temps allégé, n'ayant plus cette pratique, on va dire aussi soutenue de la course à pied et du sport, est-ce que c'est pas l'occasion de faire un petit bilan de sa saison écoulée et de se projeter sur celle qui arrive avec peut-être de nouvelles ambitions, de nouveaux défis à réaliser? Oui, je pense que c'est vraiment le moment de se poser et de réfléchir et de faire le bilan de tout ce qu'on a fait, parce que justement, on a tendance parfois à oublier toutes les choses positives qu'on a faites, tous les progrès qu'on a réalisés. Donc peut-être en profiter pour revenir un peu en arrière et faire le bilan de tout ce qui a été positif, de tout ce qui nous a permis de réussir et de tout ce qui nous a fait progresser. Et puis en profiter pour se projeter sur la saison suivante. De quoi on a vraiment envie? Qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi qui m'anime? Quelles sont les courses que j'ai réellement envie de faire? Peut-être au-delà d'accepter un défi avec des copains, ou de le faire parce que le club ou le groupe le fait. Qu'est-ce que moi, au plus profond de moi, j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me met des petits papillons dans le ventre? Et ça, c'est une réflexion personnelle. Il faut vraiment se poser, être en face de soi-même et se dire, voilà, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi qui m'anime au plus profond? Parce que qu'on le veuille ou non, on est affecté. J'allais dire, on est affecté. Ce qui se passe sur les réseaux, ce qui se passe dans nos groupes d'entraînement, ce qui se passe dans notre club, ça a un impact sur nous. Donc on n'est peut-être pas affecté, mais on est impacté par tout ça. Et c'est difficile parfois de prendre le temps nécessaire de se dire c'est quoi au fond de moi qui m'anime vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je pense que là, c'est vraiment le moment de se poser et de savoir ce qu'on a réellement envie au plus profond de soi. Sachant que le bilan, il n'est pas que chronométrique ou kilométrique.
il y a quand même au-delà beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Là, toi, je regardais mon tracker d'activité qui m'indiquait que je suis à 195 ou 196 semaines d'activité consécutive. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a toujours eu de la course à pied, mais cette petite flamme, on parlait du mouvement tout à l'heure, qui fait que depuis autant de semaines, il n'y a pas eu de blessures ou de blessures qui ont contraint un arrêt vraiment très très important. Et là, c'est une petite satisfaction. Au-delà des chronos qui, sur cette année, n'ont pas été peut-être à la hauteur de ce que j'ai pu faire il y a 2-3 ans, mais il y a bien plus de choses à prendre en compte que les chiffres. Exactement. Et puis en plus, c'est sur ça qu'on construit des bases solides. On construit des bases solides sur la durée. C'est très important. On construit un corps de sportifs, on construit un corps de coureurs en capacité d'accepter ou de s'adapter à des charges très importantes. On le construit sur des années. On le construit un objectif, ça se construit. Un sportif de haut niveau, il se construit sur 4 ans, sur une Olympiade. Et là, c'est la même chose. On se construit sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. L'objectif, c'est vraiment de progressivement augmenter cette capacité qu'on a à être en mouvement. Donc, oui, je pense que ce que tu viens de dire là, c'est un motif légitime de fierté, de se dire voilà, j'ai été capable pendant tant de semaines de faire de l'activité physique, c'est bon pour moi, c'est quelque chose qui va me permettre de progresser, ça va être des bases solides, des fondations sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer. Et au-delà des chronos, oui, c'est une vraie satisfaction. Enfin, en tout cas, pour moi, c'en est une. C'est un clin d'œil à ton livre, Bruno. Courir longtemps, mais courir longtemps, pas que dans la durée, aussi dans la durée, si, parce que ça, c'est en lien avec l'âge. Courir pendant encore de très longues années. Courir longtemps. C'est ça. Il y a une double signification. Courir longtemps peut-être en kilomètres sur une épreuve, mais aussi courir longtemps dans la vie. Et ça, c'est sans doute, en tout cas à mes yeux, la chose la plus importante. Alors, on n'en a pas parlé d'une autre forme de coupure. Est-ce que Strava, les réseaux, il faut aussi les couper pendant cette période-là pour ne pas être, peut-être, tu disais tout à l'heure, affecté par les remontées, les sorties des copains qui, eux, vont peut-être continuer à courir pendant qu'on sera à l'arrêt et puis voir tous ces coureurs sur les réseaux. Est-ce que c'est un bon moyen également de se protéger ? Alors, j'ai toujours des difficultés à répondre à cette question parce que moi, ça ne m'affecte pas, mais je sais que ça affecte beaucoup les gens. Moi, j'ai pas de honte, ça me pose pas de souci de mettre des entraînements qui sont lents, qui a priori ne sont pas bons. Moi, je pense que la vérité et l'honnêteté, c'est ce qui prime et c'est un peu comme le dopage. Je vois pas comment on peut tricher en faisant des performances qui ne sont pas les siennes. Donc c'est quelque chose que j'ai du mal à appréhender, c'est qu'on puisse être affecté ou qu'on puisse changer son comportement ou tricher en faisant des choses qui ne sont pas les siennes. Mais peut-être que si on est très affecté par les réseaux, très très impacté pour le coup par le fait de montrer aux autres ce qu'on fait, c'est sans doute une bonne chose. De toute façon, de manière générale, et moi le premier, on passe trop de temps sur les réseaux. Donc de toute façon, ça peut être aussi une coupure qui soit bénéfique et on ne peut que recommander aux gens d'aller plutôt faire une rando que de passer du temps sur Strava. C'est vrai que ça fait longtemps, Bruno, que j'ai pas vu ta sortie Endurance Cool à 3,45 au kilo. Donc tu dois plus le réaliser, ce type d'entraînement. Non, c'est fini. Je suis passé à autre chose. Ça ne m'arrive plus. Pour conclure, Bruno, cette capsule, quels seraient tes 3 conseils pour que la coupure, en réponse à la question de Delphine, soit réussie et que nos auditeurs puissent bien la vivre ? Alors, je dirais que il ne faut pas absolument couper. On doit pas dire, on ne peut pas dire, selon moi, que la coupure est obligatoire et qu'il n'y a pas un modèle de coupure. Il y a des modèles de coupure qui sont adaptés aux particularités des pratiquants. Néanmoins, ce qui est général et ce qu'on peut mettre en avant, c'est le fait que pratiquer des activités annexes à un moment de l'année, faire autre chose, ne plus pratiquer son sport de base, ne plus pratiquer la course à pied, c'est quelque chose qui est bénéfique. À voir ensuite quelle durée cette coupure, cette phase où on ne fait plus de course à pied doit durer. Et pour rassurer les gens, je dirais que le deuxième point, c'est de dire on ne perd pas tout si on coupe. Au contraire, il y a même un principe de surcompensation, c'est-à-dire qu'en fait, le but de cette coupure,
c'est pas de priver les gens d'activité physique. Le but de cette coupure, c'est de mettre en place un phénomène de surcompensation. C'est-à-dire que on va d'abord perdre un peu, mais on va reprendre plus haut que là où on était arrêté. Donc la coupure, c'est bénéfique parce qu'on ne perd pas tout et parce qu'on ne remet jamais les compteurs à zéro. Donc ne soyez pas inquiets si vous coupez. Dans un deuxième temps, tout ça sera bénéfique. Et puis je dirais que ce qui est important surtout, comme dans toute phase de la préparation annuelle, c'est de s'écouter, c'est d'être vraiment centré sur soi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que vraiment là, je ne suis pas à un moment où je dois vraiment me reposer? Et puis s'écouter aussi pendant cette coupure pour se dire qu'est-ce que je fais? Je fais un peu le point. Je fais un bilan de ma saison. J'essaye de me projeter sur les semaines et les mois qui viennent. Qu'est-ce que je veux faire? La coupure, c'est aussi un moment de faire le point et de s'interroger et de reprendre derrière très en douceur. Parce que le principe de progressivité, c'est toujours quelque chose qui est fondamental. On ne coupe pas et on reprend pas l'activité physique comme si on s'était arrêté la veille, parce que c'est la meilleure manière de ne pas bénéficier des effets de la coupure et de se blesser à nouveau. Mais pour tout ça, il faut de la pédagogie, de la confiance et comprendre en fait à quoi sert la coupure. Et j'espère qu'on aura aidé les gens qui nous écoutent à mieux comprendre comment il faut couper et pourquoi il faut couper. Eh bien, merci Bruno pour ton regard dans cette capsule L'œil du coach et ton expertise également. Et puis, on peut inviter, comme on le fait à chaque fois, les auditeurs à venir nous dire comment ils vivent cette période de coupure, comment ils procèdent. Les réseaux, là, sont ouverts pour pouvoir échanger et venir discuter. Et puis, on se retrouve, Bruno, très vite pour une prochaine capsule L'œil du coach. À bientôt. À très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous! Is it just us, or is commerce getting weird? Tune in to Keeping Commerce Weird, a podcast by Commerce, where bold ideas, wild brand stories, and innovative minds shape the future of the industry. Listen now, wherever you get your podcasts.